Allô.
On attend encore 2-3 minutes, comme ça. Oui, on se dit 40. Comme ça, ceux qui arrivent, qui cherchent une place de parking. Le fameux train de 17h23. Non, je ne sais pas s'il existe. Allô? Oui, il y a de l'écho. C'est une impression, il y a de l'écho? Bon, allez, on y va. Je vais enlever mon masque, c'est plus confortable pour parler. Je suis le seul micro allumé ou... Ouais. Bon. Bienvenue à tous. Et surtout, je vous dis bienvenue, et j'ai l'honneur de vous dire bienvenue devant le maire, qui est la véritable puissance accueillante de ce Festival des idées. Double honneur donc, puisque c'est la première table ronde formelle du programme avec celle qui se passe à côté. Et donc, je m'appelle Arthur Delaporte, je suis professeur d'histoire détaché à l'université, au département de sciences politiques de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai donc le plaisir d'animer ce débat qui s'intitule « Comment transformer l'école avec et pour les citoyennes et les citoyens » en présence de 4 intervenants de grande qualité. On va commencer par Laurence. Alors, vous faites comme moi, si vous avez l'occasion, vous mettez votre téléphone en silencieux. Et donc, par Laurence Decoq, qui est professeure de... Attendez, je vais prendre mes notes parce que je vais... Voilà, non mais d'histoire, non, j'ai des notes plus précises que ça. Professeur agrégé d'histoire et docteur en sciences de l'éducation, auteur en 2011 de Réflexions et propositions pour un renouvellement de l'enseignement de l'histoire et de la géographie du primaire à l'université. Et par ailleurs, petit moment promo, qui est également autrice à la fin de l'année de École publique et émancipation sociale, enfin à la fin de l'été chez Agone, donc auquel elle vient, si j'ai bien compris, de mettre les dernières petites touches avant envoi donc sur les presses. Donc voilà, à la rentrée, n'hésitez pas à acheter ce livre. À ma gauche, François Thiollet, donc, qui est professeur d'histoire géo au collège à Blois, mais qui est surtout en disponibilité depuis le début de l'année, parce qu'il a des hautes fonctions. Il est non seulement trésorier d'Europe Écologie, comme l'indique son masque, et il vous invite à l'acheter à la sortie, à la buvette. Et puis il est aussi et surtout délégué national au projet d'Europe Écologie et impliqué aussi, enfin il était encore plus, mais il est toujours un petit peu dans la commission éducation d'Europe Écologie, les Verts. À ma droite, Malika, donc, qui est inspectrice lettres anglais dans l'Académie de Lyon et qui fut professeure enseignante en banlieue à Vénissieux, puis en maison d'arrêt, et qui est aussi chargée de mission et égalité pour l'Académie, donc il aura sans doute un certain nombre de choses à nous dire. Enfin, et donc je garde l'officiel de l'étape pour la fin, Henri Vallès, maire de la Charité-sur-Loire, qui était professeur agrégé d'EPS, conseiller pédagogique départemental EPS, puis formateur en EPS à l'antenne départementale de l'IUFM de Nevers. Il fut directeur de cette antenne, puis directeur adjoint de l'IUFM de Bourgogne. Vous voyez, son CV est impressionnant. Et enfin, principal du collège REP des Courlis à Nevers, en même temps que maire. Donc, et maintenant, il est simplement retraité et citoyen actif. Donc, vous voyez nos intervenants. Ah, j'ai une question. Ah, pardon. C'est vrai, pardon, je suis totalement désolé. C'est vrai, vous connaissez ou Malika Saidi, voilà, mais je... Pardon. Et donc, voilà, j'ai été interrompu, mais, mais c'était une bonne interruption, utile.
Voilà, donc je vous ai présenté des intervenants qui finalement ne vont pas intervenir, puisque c'est vous qui allez intervenir avant eux, parce que le principe de ce débat, c'est que c'est un débat inversé. Qui dit débat inversé dit en fait 15 à 20 minutes où c'est vous qui intervenez, et derrière, nos invités réagissent à vos propos, les complètent, apportent leur position. Voilà. Donc l'idée, c'est de créer de l'interactivité. C'est un des formats stars du Festival des idées à la Charité-sur-Loire. C'est donc le principe du débat inversé. On va dire 4 séquences. La première séquence, c'est une quinzaine de minutes où c'est vous qui parlez. Puis après, nos intervenants répondent pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. Puis c'est de nouveau un retour à la salle. Et puis de nouveau, en fait, un dernier temps d'éclairage, conclusion. Alors maintenant, venons-en au cœur du sujet qui nous préoccupe tous, puisque vous êtes là. Comment transformer l'école avec et pour les citoyennes et les citoyens? Bon. Comme toute thématique, on peut, en tant que prof, essayer de problématiser légèrement un peu tout ça. En tout cas, d'en sortir un certain nombre de questions pour essayer d'ouvrir et de cadrer un petit peu le sujet. Quand on dit transformer l'école, quand on sous-entend le besoin de transformer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut se dire que, voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait partie des choses qu'on peut essayer de travailler. Surtout avec et pour les citoyennes et les citoyens, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur la question de l'accès à la citoyenneté, sur alors ça c'était Henri qui disait ça tout à l'heure, quels hommes avec un grand H, mais quels hommes et femmes, quelles citoyennes et citoyens on forme. L'école ne remplirait pas à 100% son rôle de formation, alors que finalement, peut-être que Laurence pourra aussi le préciser tout à l'heure, mais l'un des objectifs de l'école de la Troisième République, c'était de former le citoyen, le bon citoyen républicain, au-delà de simplement une simple transmission de contenu, voilà, de formation, des savoirs fondamentaux. Donc ne réduisons pas l'école à ce rôle purement industriel de transmission des savoirs, et surtout, au sens large, former les citoyens, c'est aussi ouvrir l'école, et donc, du coup, ouvrir l'école, ça peut aussi supposer de comment on intègre davantage les familles, puisque les parents dans l'école, c'est aussi les citoyens dans l'école. Ça pose aussi la question de la transformation de l'école, comment on peut l'apporter, hein, de la démocratisation scolaire, donc question des inégalités, et puis aussi la question de la démocratie à l'école, c'est pas la même chose, c'est-à-dire quel citoyen, comment on met en pratique la citoyenneté dans l'école. Je pense que j'ai brossé un certain nombre de questions. Il reste enfin un des enjeux, qui est la question de la formation des enseignants, sur lequel on reviendra peut-être aussi, puisqu'ils sont eux-mêmes les acteurs de cette transformation du système scolaire. Et donc, ne les oublions pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif du débat, c'est d'abord que vous parliez, donc à la fois que vous puissiez intervenir, dire ce qui vous paraît important, vous, sur ce sujet, et puis aussi des témoignages, des remarques, des réflexions, des questions. Voilà, donc n'hésitez pas, maintenant c'est à vous, donc il est 46, pour voilà, jusqu'à, on va dire, 18h, c'est micro ouvert. Donc on a des micros qui circulent, donc vous levez la main et on vous l'apporte. Surtout, la première intervention est toujours la plus importante. Sans aucune pression, madame. N'est-ce pas? Aucune, absolument aucune. Je m'appelle Véronique Bachet, j'habite une commune rurale dans l'Allier. Et donc, ma fille vient de finir son collège dans un collège très rural. Ils sont 111 élèves, pour vous dire, c'est vraiment un petit collège. Et en fait, le problème qu'on rencontre beaucoup, je trouve, dans les collèges ruraux, enfin, tous les témoignages que j'ai pu recueillir, c'est que souvent on a des professeurs qui ne peuvent pas être titulaires parce qu'il n'y a pas assez d'heures et qui du coup sont sur plusieurs collèges des fois à 50-60 km de distance, et ça pose un gros problème en termes de possibilité d'investissement pour ces professeurs, et donc ça a des répercussions sur les projets pédagogiques qui peuvent être mis en place. Et je voulais savoir s'il y avait des possibilités pour essayer de faire en sorte que ce soit plus cohérent dans la distribution des postes, en fait. Parce que des fois, on a des collèges qui n'ont que 20 km de distance, déjà. Nous, cette année, on avait un professeur qui venait de Clermont-Ferrand, par exemple, pour le nord de l'Allier. Donc, autant vous dire qu'il y a 2 heures de route, quoi. Donc, voilà. On ne peut pas lui demander de s'investir à ce professeur. Et même si on a d'autres professeurs titulaires qui s'investissent,
c'est pas évident de s'intégrer aussi quand on arrive dans un nouveau collège, j'imagine, en tant que professeur. Et du coup, il n'y a pas de pérennité parce que ça reste des professeurs de passage. Il n'y a pas de suivi dans les... Et tout ça, ça empêche aussi les enfants de se former correctement et d'être acteurs de leur apprentissage aussi. Donc voir quelle possibilité il y avait pour changer ça. Merci pour cette première question. On a une deuxième question ici, j'ai l'impression. Et puis après, une troisième question ici. Et là-bas. Non, vous d'abord. Ouais. Alors bonjour, moi je suis Marie-Pierre Barrière, j'habite à Châlons-en-Champagne, je suis professeure de français dans un collège. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, mais ce n'était pas mon intervention. En fait, le problème, c'est qu'on a des dotations globales. Là, on part en vacances, on ne sait toujours pas dans notre matière combien on va avoir d'heures l'année prochaine. Parce qu'on ne sait pas si le stagiaire qui doit venir, ça va être un stagiaire 6 heures ou 9 heures. Alors, on part en vacances, on ne sait pas. Voilà. Donc, en fait, le souci, c'est qu'on a tout le temps, enfin, depuis quelques années, les dotations horaires globales qui arrivent normalement pour préparer l'année suivante, on les a... très limite à la fin de l'année scolaire, et puis surtout elle comporte un volume d'HSA de plus en plus important. Du coup on est surchargé. Alors des HSA, c'est des heures supplémentaires, donc en fait on est obligé de prendre plus de 2 heures supplémentaires obligatoires, sinon en fait, soit on coupe des classes en deux, soit voilà, tout est abracadabrantesque dans la répartition, et du coup, ça dégrade considérablement notre capacité d'action pédagogique. Puisque, par exemple, sur le conseil d'enseignement, on a passé 3 heures à réfléchir à la répartition dans tous les cas de figure. Et on a passé une demi-heure à faire des projets parce qu'en fait, voilà, on ne sait pas comment on va travailler l'année prochaine, quoi. Voilà. Donc ça, c'est en réaction. C'était ça. Et alors voilà, moi, enfin, c'est pas une question, c'est voilà. En fait, on parle de l'école et des citoyens. Et moi, je constate que de plus en plus, l'école, elle s'ouvre vers justement des ONG, des instituts, des fondations qui, par exemple, viennent compenser la perte du système d'orientation par des propositions de mentorat, d'accompagnement scolaire par hors scolaire, en fait, par des organismes qui ne sont pas, qui sont homologués Éducation nationale, mais qui sont pas qui sont pas du sérail, on va dire. Alors, je trouve que, ça pourrait être une opportunité. Mais en même temps, je trouve que c'est assez terrifiant parce que ça signifie aussi qu'on perd en autonomie à l'intérieur, puis surtout en moyens. Donc je voulais savoir un peu ce que vous pensiez de ça, d'autant plus que moi je suis président d'une association qui aide des jeunes migrants, et on a un projet d'éducation à la migration, de proposer des interventions en milieu scolaire. On s'est rapproché de l'Éducation nationale et on nous a dit en fait il y a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur, quoi. Donc il y a 2 poids 2 mesures, il y a des moments où on a l'impression qu'on ne veut pas faire entrer les citoyens à l'intérieur de l'école, et puis il y a d'autres moments où on a l'impression qu'au contraire l'école elle est submergée par des offres un peu libérales qui sont subventionnés par des grandes boîtes, des grosses boîtes qui n'ont pas forcément des intérêts très clairs. Donc je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez. Merci. La parole est à l'allié. Je ne sais pas si j'incarne l'allié à moi tout seul, mais enfin je suis le deuxième. Jean Malo, donc de l'allié. Il faut plus loin, non, c'est ça? Ça va mieux comme ça? Oui. Dans l'actualité, nous traversons tant bien que mal une crise sanitaire qui n'est pas terminée, qui a eu et qui aura des impacts assez considérables sur le monde éducatif dans son ensemble. D'abord parce qu'elle a éloigné un certain nombre d'élèves de l'école et des établissements d'enseignement, c'est une chose. Qu'elle a eu des conséquences en termes de creusement des inégalités, ça me paraît une évidence, même si on ne les a pas totalement mesurées encore, et qu'elle a amené à l'utilisation d'un certain nombre d'outils pédagogiques qui étaient déjà présents, mais qui sont utilisés. Je pense en particulier aux outils numériques pour travailler à distance, etc.
Et puisque j'évoque les outils numériques, ils existaient avant la crise sanitaire, ils existeront après, et toutes ces choses-là ont des impacts considérables à la fois sur la manière d'enseigner, la manière de recevoir les enseignements, la manière d'organiser le temps même en famille, entre le temps que l'enfant passe à l'école, si je puis dire, parfois à distance d'ailleurs, et le temps qu'il passe chez lui, etc. Enfin, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on se penche là-dessus, voir comment poursuivre ce qu'on appelle familièrement, généralement, la promesse républicaine, dans un monde qui est modifié par tous ces éléments-là, et qui nécessite certainement des évolutions à la fois sur les méthodes pédagogiques, sur les contenus des enseignements, sur l'enseignement des usages numériques aussi, des choses comme ça. Voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez et comment on peut progresser là-dessus, sur ces sujets-là, auxquels nous n'échapperons pas. Merci. Alors, il y a madame là-bas, mais moi, j'ai plus de son. Ouais, c'est pas grave. Oui. Madame, là-bas. Là, derrière. Merci. Moi, je m'appelle Marie. Je suis enseignante à la retraite, mais c'est un métier qu'on ne quitte jamais vraiment. Voilà. Et j'imagine, je suis à peu près sûre qu'il y a beaucoup d'enseignants là qui diront très bien les soucis qu'ils ont dans l'exercice du métier. Mais moi, j'aimerais bien qu'on s'interroge sur... il a été dit tout à l'heure que la Troisième République avait clairement défini que l'éducation, enfin le système éducatif devait former des citoyens. Je pense qu'ils avaient, à ce moment-là, une idée claire de quels citoyens ils voulaient que l'éducation produise, si on peut dire. Moi, j'aimerais qu'on ait une analyse de ce que le système éducatif aujourd'hui produit en termes de citoyens, et puis qu'on s'interroge aussi sur quels citoyens on voudrait que le système éducatif forme, parce que je crois que c'est de cette idée-là, cette pensée-là, de ce projet-là, que tout le reste va découler. Après, effectivement, il faut que la République donne à son école les moyens de former les citoyens qu'elle veut former. Mais c'est avant tout un projet de la nation, j'ai envie de dire. Je ne veux pas être grandiloquente, mais quand même, je crois que c'est un petit peu ça. Alors, Merci beaucoup, bonjour. Je vais me lever, c'est plus poli. J'avais une question notamment sur les moyens et l'argent. On dit souvent qu'on manque de moyens et d'argent. Et quand je vois que le gouvernement peut mettre 230 millions d'euros sur la table pour un programme comme les cités éducatives, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et puis, notamment... à la question de vous parler de justement comment transformer l'école avec les citoyens, et je me demande si on est vraiment citoyen quand on est enfant, adolescent, et quel citoyen on est, si on l'est, et quel pouvoir on a en tant qu'enfant de pouvoir participer un petit peu à l'école. Voilà, merci. merci. Monsieur à droite. Là-bas. Bonjour, Michel David, moi je viens de Roubaix, voilà. Moi j'ai une question, une interrogation sur la question du niveau de la qualité des apprentissages à l'école aujourd'hui. Je veux dire que le projet de l'école républicaine, c'était de former des citoyens et de considérer que pour former des citoyens, il fallait qu'ils soient instruits, pour employer le langage qui était celui de la Troisième République. Alors, il y a beaucoup de polémiques autour de le niveau baisse ou au contraire, on est à près de 100% de réussite au baccalauréat. Moi, j'ai le sentiment, j'ai été prof voilà, pour un certain temps et parent d'élèves tout aussi longtemps. Moi, j'ai le sentiment qu'actuellement, l'école, elle réussit l'exploit de à la fois baisser le niveau d'exigence en termes de savoir, tout en augmentant sa réussite dans la reproduction des inégalités. Et que donc, on est devant un problème majeur, parce que comment croire à la citoyenneté dès lors que l'institution qui est chargée de produire cette citoyenneté produit en fait des différences d'accès aux biens par les inégalités, et comment former des citoyens au XXIe siècle alors même que la société nécessite une haute éducation, que ce soit l'économie, la société, la démocratie, alors que j'ai le vague sentiment, mais peut-être qu'il y a des études pour objectiver ça,
que le niveau de réussite aux examens ne reflète pas exactement le niveau de maîtrise d'un certain nombre de savoirs. Merci. Est-ce qu'il y a encore une ou deux dernières interventions, monsieur et... Pardon, madame. Bonjour à tous, merci pour l'organisation de cette thématique. Alors je me présente, je m'appelle Guillaume Jaouen, je viens de Mayotte. Je suis père de 2 enfants de 4 et 5 ans et demi. Donc en fait ma question c'est par rapport à la bienveillance à l'école en fait. Je suis donc père de ces 2 enfants et en fait j'ai une appréhension en tant que parent par rapport à la notion de bienveillance. Je pense que parfois l'école se donne comme objectif de formater l'enfant pour en faire un élève, donc respecter un cadre. Et je trouve que la notion de bienveillance est importante pour prendre en considération du coup l'enfant. Et malgré tout, je pense qu'il ne faut pas oublier l'autorité. L'autorité doit être consacrée à l'école, mais du coup, comment donner une bonne place à la bienveillance, c'est une question que je me pose en tant que père. Après, j'ai la question sur la morale. En fait, je suis parfois inquiet par rapport à ce que ma fille peut me dire en rentrant de l'école. J'ai l'impression qu'il y a des transpositions de conflits, de classes qui se font dans l'école. Par exemple, elle peut me dire qu'elle n'a pas envie d'être la servante, elle n'a pas envie d'être dans une position inférieure dans la société. Et du coup, moi, je me pose la question de la morale. Comment est-ce qu'on va pouvoir transmettre des valeurs morales aux enfants dans un cadre scolaire ? Et je crois que c'est très compliqué à faire, mais du coup, voilà, je pose la question. Et après, je félicite tous les enseignants parce que c'est un métier extrêmement difficile. Donc, je salue votre engagement pour ce métier exceptionnel. Merci. Alors, madame et puis monsieur pour la dernière question. Il y aura d'autres occasions après. Merci. Je m'appelle Marie-Odile, je viens de loin aussi, mais je ne vais pas raconter mon histoire. Pardon. Vous avez parlé de crise sanitaire durant laquelle de nombreux outils numériques ont été utilisés. Vous avez parlé de former des citoyens. Or, pendant la crise sanitaire, les outils numériques qui ont été utilisés étaient des outils d'origine américaine. On peut citer des noms. Donc, quels citoyens allons-nous former puisqu'ils seront formatés avec des outils d'une autre culture que la nôtre ? Et c'est un problème très grave puisqu'il est clair que probablement l'école en distanciel va continuer à se faire à partir du mois de septembre. Merci. Dernière question, monsieur là-bas. Merci. Bonsoir, je m'appelle Philippe Roger. Je suis maire adjoint à l'éducation dans une ville qui est une ville de banlieue, à Sainte-Geneviève-des-Bois, en région parisienne. Et donc, on parle école, on a parlé parents, madame a parlé système éducatif. Et je voulais souligner l'importance des partenariats qu'il peut y avoir entre l'école et les collectivités. L'enfant, il arrive parfois à l'école à 7h30, il en repart à 18h, il y a une continuité sur la journée. Et je crois que c'est très important d'arriver à développer tout un ensemble d'activités, et ça se fait dans toutes les villes de France, mais je crois que c'est à souligner, c'est assez peu souvent développé. Et nous, on a mis en place, il y a 7-8 ans maintenant, un PEDT, un projet éducatif de territoire, que nous renouvelons maintenant. Et ça permet de coordonner tous les acteurs que l'on fait intervenir au sein de l'école avec les équipes de l'éducation nationale. Et je crois que c'est quelque chose qui est important à souligner. Vous avez parlé réussite éducative tout à l'heure. Nous avons deux quartiers QPV sur la ville avec des dispositifs de réussite éducative. Et moi, je voulais souligner, malgré le montant que vous avez indiqué, le désengagement progressif de l'État en soutien de ces dispositifs sur notre ville. On est passé en quelques années de 240 000 euros de soutien à 180 000, alors que le nombre d'enfants et de familles à soutenir est plus important. C'est un témoignage.
Merci pour toutes ces interventions. On va maintenant laisser la parole. Alors, je vais essayer de guider légèrement. On a une vingtaine de minutes devant nous. On va se donner 3 temps de réponse. Comme ça permet d'avoir des interventions assez courtes, d'1 à 2 minutes par personne. Moi, j'ai noté tout un axe autour de la question des moyens. Quels sont les moyens ? Quelles sont les conséquences de cette baisse des moyens, notamment sur l'investissement des enseignants, puisque comme ils viennent de loin, on n'a pas assez d'heures, etc. Enfin, voilà, ça a une conséquence sur la formation. On avait une question sur la question des savoirs, de la baisse d'exigence, etc. Donc peut-être qu'on pourra en parler, faire réagir. Et puis après, une question sur... Enfin, des questions, mais bon, voilà, vous pourrez aussi traiter ce que vous voulez, hein, mais sur la question de l'ouverture de l'école, c'est-à-dire quelle est la place des acteurs extérieurs à l'école, que ce soit à la fois les associations ou un certain nombre de partenariats qui peuvent être noués avec les collectivités locales, et donc quel rôle ces nouveaux partenariats ou avec des sociétés digitales, comment ça contribue à transformer ou pas l'école. Donc je ne sais pas si... On peut commencer peut-être par cette dernière question et puis on reviendra ensuite sur la question des moyens. Donc sur la question de l'ouverture, moi je la trouve assez intéressante. Peut-être Laurence qui... Oui, alors un micro peut-être... Bon, je te donne celui-là. Merci beaucoup. Alors moi, mon oreille historienne a quand même relevé plusieurs fois une allusion à l'école de la Troisième République, donc, et à quelle citoyenneté l'école de la Troisième République prétendait former. Je vous propose de commencer par ça, parce qu'en fait, voilà, ça peut englober un petit peu tout ce que vous avez toutes et tous mentionné. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos interventions. C'est très difficile en réalité de parler de l'école de la Troisième République. Vous savez, comme il y a un roman national en histoire, il y a un roman national de l'école aussi, hein. Et donc, quand on dit l'école de la Troisième République, on a en tête Jules Ferry. Alors, Jules Ferry, c'est l'école, c'est les colonies, etc. Et on a effectivement une vision de l'école qui a existé, hein, qui est une vision très caporalisante, avec la formation de petits Français dans un contexte d'une France très fragmentée culturellement, hein, de formation de petits Français, des Français patriotes, parce qu'il fallait récupérer l'Alsace et la Lorraine, des Français revanchards et des Français qui se sentent français, hein. Donc, on a souvent cette image de l'école de la Troisième République comme si c'était un invariant, hein, comme si l'ensemble de la Troisième République de 1881 jusqu'à 1940 avait comme ça plaqué un modèle d'école dans le pays. Les choses sont évidemment beaucoup plus compliquées, et je vous dis ça parce que, en fait, très rapidement, dès le début du XXe siècle, dès la fin de la Première Guerre mondiale, tout ça a été questionné de la même manière que nous sommes en train de le faire par tout un réseau qu'on appelle l'éducation nouvelle, tout un réseau de pédagogues qui sont des gens qui, immédiatement, ont dit attention, l'école ne doit pas être l'antichambre de l'armée, ne doit pas former des patriotes uniquement, ne doit pas simplement former des citoyens obéissants. Et je vous dis ça parce que finalement les tensions qu'on entend là entre nous aujourd'hui sont à peu de choses près les mêmes qui existaient déjà au début du XXe siècle. Ce sont déjà des questions qui se posent. Ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas répondu. Ça veut dire que c'est un débat qui est intrinsèque à l'école. C'est le débat de l'école en réalité, c'est-à-dire quel citoyen on veut former, maintenant on dit quand même quelle petite citoyenne aussi, quel citoyen, quelle citoyenne on veut former, quel type de démocratie à l'école, quelle place pour l'esprit critique à l'école, quelle place pour l'obéissance, quelle place pour la bienveillance, vous l'avez dit monsieur, quelle articulation entre l'autorité et la bienveillance. Tout ça, ce sont des questions qui se sont posées vraiment dès le début du XXe siècle. Et ce sont des questions qui sont notre moteur. D'une certaine manière, je dirais que si on opte soit pour l'une, soit pour l'autre, c'est-à-dire soit pour une école complètement ouverte, en mode plus aucun guide, etc., plus aucune autorité, genre Libre Enfant de Summerhill, ou alors l'école ultra militaire, machin, si on opte pour l'une ou pour l'autre, de toute façon, on se plantera. Parce que ce qui fait la richesse d'un système éducatif, c'est précisément que nous soyons toutes et tous, les profs, les élèves, les parents, animés par ces questions.
Et donc le danger, il est, à mon sens, lorsque la possibilité de ces questions disparaît. Parce que si la possibilité de ces questions disparaît, alors la question démocratique à l'école disparaît. C'est-à-dire, comment est-ce que l'école reste un lieu de débat entre élèves, entre profs et élèves, entre profs et parents? Comment est-ce que l'école forme au débat? Comment est-ce que l'école accompagne l'apprentissage d'une citoyenneté critique? Et ce danger de disparition de ça, il existe. Il existe aujourd'hui particulièrement. Et il existe à plein d'endroits. Il existe dans des partenariats marchands dont vous avez parlé, par exemple, qui font que tout à coup, l'école publique est démarchée par des organisations qui sont des organisations guidées par la quête du profit. Ça a des effets, ça, sur le fonctionnement de l'école. Et ça a comme effet, par exemple, ce que vous décriviez, c'est-à-dire que des associations sont labellisées, d'autres ne le sont pas. Pourquoi? Au nom de quoi? Ce danger, il existe aussi parce que plus un gouvernement est autoritaire, plus les directives sont autoritaires, moins la question de la démocratie à l'école peut se poser. Et elle peut être mise en danger au niveau des enseignants et au niveau des élèves. Et ce danger-là, il existe aussi. Il existe aussi parce que les devoirs sont extrêmement cadrés, plus les programmes sont contraignants, plus la possibilité de réfléchir à une citoyenneté critique, ça me nuise. Parce que vous connaissez tous, vous êtes beaucoup ici enseignants, vous savez bien qu'on veut toujours boucler le programme. C'est comme Alice au Pays des Merveilles avec le lapin qui court tout le temps, je suis en retard. Voilà. Et donc plus on boucle et moins on a le temps pour s'arrêter à un moment donné et puis se dire, voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire, à quoi ça sert, etc. Donc en fait, tout ce dont on est en train de parler là sont des tensions qui existent depuis très longtemps. Je vais être rapide, hein. Mais je crois que ce sur quoi il faut rester absolument vigilant et vigilante, c'est sur la possibilité que ces questions restent possibles dans le cadre d'une institution démocratique et dans le cadre d'une institution qui donne la parole, comme nous le faisons ici, à des professionnels, des experts du terrain, des gens qui connaissent aussi le terrain et qui ne s'en remettent pas simplement à une autorité pensante. Maïka ? Oui. Alors moi, je veux plutôt rebondir sur l'idée du niveau des élèves et de la qualité des apprentissages. Alors je vais parler de moi, pardon pour cette petite parenthèse, mais à chaque fois qu'il y a les résultats du bac, je suis toujours étonnée de la réaction plutôt négative par rapport aux résultats. On s'étonne que nos enfants réussissent le bac à hauteur de 95%, 96, 83 dans la voie professionnelle. Comme si ce taux élevé, qui est relatif, pouvait traduire une baisse de niveau où on donnerait ce bac. Ben moi, je fais encore partie de ces gens qui se réjouissent qu'une majorité d'enfants puissent acquérir un diplôme. C'est le premier diplôme et nous savons très bien que le bac n'est qu'une porte d'entrée. Donc voilà, peut-être dire que n'ayons pas peur des taux importants de réussite au bac et que si nos enfants réussissent, eh bien nous avons le droit de nous en réjouir. Et je rappelle que lorsque certains réussissent le bac, il en reste plein d'autres de la même classe d'âge qui n'ont rien, qui n'ont pas de diplôme, etc. Donc c'est juste peut-être pour apporter quelques éléments, pour relativiser un petit peu tout ça. Mais est-ce que monsieur disait qu'il y avait une baisse de la qualité des apprentissages? Est-ce que c'est quelque chose qui te semble valide? Alors, je pense que la question est beaucoup plus complexe que ça. Si on regarde les programmes de nos jeunes lycéens, par exemple, alors après j'ai un âge certain, Quadra bien avancé, mais je me rappelle quand même de ce que j'apprenais. Il se trouve que j'ai des enfants lycéens. Et quand je regarde, lorsque j'analyse, et puis au-delà de ça, je suis dans les lycées à peu près un jour sur deux, puisque ma mission me le permet, lorsque je regarde les contenus des programmes, je ne peux pas dire que la qualité baisse.
que les contenus se soient diversifiés, intensifiés, densifiés, etc. La réponse est clairement oui. Les élèves, la génération actuelle, a des compétences que nous n'avions pas forcément. Lorsque je pense à certains enseignements, à l'histoire géopolitique par exemple, eh bien nous n'en faisions pas de la même manière. Donc je ne suis pas sûre que la qualité baisse. Ensuite, alors après je ne sais pas si... non, voilà. Et peut-être que se dire que la réponse est beaucoup plus nuancée que ça, nos enfants doivent apprendre peut-être beaucoup plus de choses et on peut avoir ce sentiment un petit peu peut-être de saupoudrage et voilà, il faudrait peut-être qu'on arrive à mieux objectiver tout ça et de se rendre compte là où nos enfants pêchent un peu. Et je crois que s'il y a des compétences qu'on pourrait renforcer et qui ne sont pas forcément, inscrites dans les programmes, c'est tout ce qui relève des compétences psychosociales. C'est-à-dire que nos élèves apprennent des choses à l'école, des contenus disciplinaires, mais à partir de ces contenus disciplinaires, comment font-ils pour s'en sortir plus tard, pour poursuivre leurs études, s'insérer dans le marché du travail, etc. Donc voilà, l'idée c'est de dire je ne suis pas sûre que le niveau est baissé, en tout cas je ne crois pas qu'on puisse dire cela comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Mais peut-être, François, tu pourrais nous dire, parce qu'il y avait une question, c'était quel citoyen est produit aujourd'hui? Donc c'est peut-être aussi ça la question qui en découle. C'est qu'on ne produit plus forcément les mêmes citoyens aujourd'hui qu'il y a 15 ans. T'avais peut-être pas fini. Non. Ok. Sur le niveau ABC, en fait, ça existe depuis Aristote, en fait, cette question-là. Donc, ça, on peut en discuter des heures. Il y a des enquêtes internationales que longtemps l'éducation nationale a un peu critiquées. On continue à les critiquer, mais ça fait aussi partie du jeu démocratique de pouvoir critiquer les enquêtes internationales. Après, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des points sur lesquels l'éducation nationale française est performante, et c'est le cas notamment des sciences humaines. Il y a des points sur lesquels on est beaucoup moins performant, et on revient souvent sur la question notamment des mathématiques. À partir de là, en fait, la question, c'est plutôt, une fois qu'on fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des États, et du coup, je vais essayer de répondre à la question des finances, qu'on fait des choix radicaux de mettre beaucoup d'argent pour transformer leur système scolaire, pour mieux réussir, et qui ont réussi à avoir des résultats. C'est le cas un petit peu en Allemagne, c'est le cas au Portugal, où pendant des années, on a fait des choix d'investir plus dans l'éducation. Aujourd'hui, la France a, même si le pays est endetté, c'est quand même un pays qui reste un pays riche, qui est quand même un pays qui connaît une croissance de son PIB depuis 20 ans, et qui pourtant n'a pas touché à la question d'éducation nationale, c'est-à-dire qu'il maintient un petit peu le budget, mais là où, par exemple, récemment, le Royaume-Uni a fait des efforts d'investissement importants, la France ne l'a pas fait. Donc, trouver de l'argent, en fait, c'est un choix politique de dire, à un moment donné, on met de l'argent dans l'éducation nationale. Je reviens sur la promesse républicaine. Je continue l'histoire. Après 1945, la promesse républicaine, c'est celle de la massification. C'est celle qui arrive aux 80% d'une classe d'âge au niveau bac, qui est de dire, en fait, finalement, la solution pour qu'on puisse vraiment tous vivre ensemble et faire des bons citoyens, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse avoir acquis un niveau qui est un niveau du baccalauréat. Mais le problème, c'est que l'école, elle sert aussi à sélectionner. Et elle reste fondée, en tout cas l'école française, sur un système qui est un système élitiste, ou élitaire, comme vous préférez, et que du coup, à partir du moment où on dit qu'on va mettre 80% d'une classe d'âge au bac, il faut trouver d'autres moyens pour les familles, en fait, qui font des stratégies pour leurs enfants, pour continuer à creuser, pour continuer à former une élite. Et c'est... Quand on pose la question des financements, aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte plus cher? C'est pas un collège rural ou c'est pas un collège de quartier, c'est plutôt un lycée de centre-ville avec une classe prépa. C'est ça aujourd'hui qui coûte cher dans l'éducation nationale, parce qu'on a des profs qui sont évidemment plutôt en fin de carrière, qui sont souvent mieux payés, qui sont mieux formés et qui sont en fait dans les lycées de centre-ville. Il se passe un petit peu la même chose que la culture, c'est-à-dire que l'argent va principalement à ceux qui en ont le moins besoin. Et ça, c'est une question qu'il faut se poser sur... simplement financièrement, comment on répartit l'argent en regardant un peu tout le système. Je réponds à la question, qu'est-ce qu'on veut former comme citoyen? La question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut former comme citoyen aujourd'hui? La promesse républicaine, elle ne me dérange pas. Après, aujourd'hui, on est dans une crise qui est aussi une crise climatique, évidemment une crise sociale, dont on doit tenir compte.
La principale chose aujourd'hui, c'est qu'il y a des savoirs qui ont complètement disparu de l'éducation nationale, qui étaient très présents et dont aujourd'hui on a besoin. Il y a une vision en fait qui est très théorique, très intellectuelle et on a tous baigné là-dedans, de faisons le plus d'études possible, et qui sont d'abord des études intellectuelles. Et il y a un essayiste britannique qui s'appelle David Goodhart qui a fait un bouquin qui s'appelle La tête, la main, le cœur, et en fait qu'il explique que le principe de la massification, mais c'est un peu aussi dit dans le bouquin de Durubella et François Dubay qui est sorti récemment, c'est que du coup on entretient l'idée que en fait faisons de grandes études et plutôt formons des intellectuels parce que c'est ça dont on va avoir besoin. Ce qu'a montré la crise, c'est ce qu'on a besoin aussi, c'est d'infirmières, de gens pour s'occuper des personnes âgées. Ce qu'on a besoin aussi, c'est des gens pour travailler dans des supermarchés. On a besoin de la main, on a besoin du cœur. Et aujourd'hui, ces enseignements-là, en fait, n'existent que peu en fait, dans l'éducation nationale. Des savoirs pratiques, faire du jardinage, apprendre à faire de la cuisine, c'est des choses qui avaient existé, qui avaient un petit peu disparu, mais qui pourtant sont des savoirs fondamentaux. Ça, il faut pouvoir le remettre à l'école. Tant que l'unité de mesure de l'école, c'est... Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, l'heure de cours, en effet, on aura des discussions sur la DHG et on aura des débats sur il me faut tant d'heures en histoire, il me faut tant d'heures en mathématiques pour le secondaire. Et on n'aura pas des questions sur finalement quels sont les savoirs qu'on va enseigner et comment on veut les enseigner. Il y a des expériences qui ont été menées même dans le cadre scolaire, mais ça pour le coup c'est ça à mon avis la vraie révolution qu'il faut faire, c'est d'avoir des savoirs pratiques, et dans les savoirs c'est aussi les savoirs comportementaux. On parle de l'éducation au débat, on parle de la coopération. Aujourd'hui le système scolaire il vous évalue d'abord individuellement, vous êtes extrêmement rarement évalué sur de la coopération, ou alors quand c'est fait c'est vu comme un truc en plus, un truc un peu pour faire la décoration. La question du débat, moi quand j'ai fait du débat avec mes élèves en classe, en fait souvent, ils n'en faisaient jamais des débats. Ils en font en primaire. En primaire, il y a vraiment le conseil d'école qui est plutôt un truc assez ritualisé, qui vient des pédagogies nouvelles et qui s'est plutôt généralisé. En fait, en collège, moi, ce que j'ai vu, c'est... Alors, s'il y avait le truc très sacré, c'était qu'il fallait apprendre à aller mettre un bulletin de vote dans une urne et un isoloir. Mais de mon point de vue, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est pas le truc pratique. La démocratie, c'est comment est-ce qu'on partage le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on décide de partager avec des élèves. Évidemment, des élèves ne seront pas des adultes. Évidemment, ils ne pourront pas décider de tout. Mais ils ont une capacité de décider. Et ce qu'on doit vraiment faire, c'est comment est-ce qu'on partage et comment est-ce qu'on décide ensemble, comment on apprend cette culture de la démocratie. Merci François. Peut-être Henri, quelques réactions. On n'a pas trop abordé la question du partenariat avec les collectivités. Ça peut être l'occasion. Oui, on a parlé de l'autorité, de la bienveillance, on a parlé du lien avec des intervenants extérieurs. Je pense que d'une manière générale, tout revient à la question de quel citoyen on veut former, comment on pilote le processus d'apprentissage, comment on accompagne l'élève. La notion d'accompagnement est essentielle et là on fait des confusions terribles. Au niveau de l'éducation nationale, on mélange des éléments, des concepts qui sont de nature très différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème, de mon point de vue, du statut de l'enseignant et de la formation de l'enseignant, qui est encore, et évidemment, il y a beaucoup d'enseignants qui, de par leur parcours, de par les compétences qu'ils acquièrent dans leur recherche personnelle, ne sont pas dans ce schéma que je vais nécessairement caricaturer un peu, mais on a encore un modèle de la transmission des savoirs et un modèle de l'évaluation qui est effectivement pas du tout bienveillant, malgré le fait que derrière on valide effectivement des niveaux par des diplômes, et c'est bien nécessaire. Le problème de l'accompagnement, il est central, et j'ai pu le constater quand j'ai été principal de collège qu'à partir du moment où l'accompagnement est externalisé, les résultats sont très médiocres. Tout simplement, alors pas forcément d'ailleurs sur des intervenants dans le monde marchand. Ça peut être le centre socio-éducatif du quartier, ça peut être des associations, des parents bénévoles, etc. Les résultats ne sont pas satisfaisants, tout simplement parce que les attendus que sont ceux des professeurs, ne sont pas du tout intégrés par les intervenants extérieurs. À partir du moment où il y avait dans la dernière réforme, dans la réforme de Peillon concernant l'accompagnement, il y avait des idées fondamentales. Bon, on pourrait longuement réfléchir sur pourquoi cette réforme n'a pas réussi. On a voulu tellement faire
de choses en tellement peu de temps que les choses se sont totalement embrouillées. Mais il y avait une idée de l'accompagnement personnalisé. Et là, on était sur l'idée que les enseignants sont les premiers qui doivent accompagner l'élève. Et c'est presque des choses qu'on a vécues, alors peut-être pas la Troisième République, mais au moins sur la Quatrième République, dans l'après-guerre jusque dans les années 70, notamment au premier degré, où on avait un accompagnement de l'instit du village qui accompagnait pour le certificat d'études. Alors, ce n'est pas les mêmes types de savoirs, c'est le même contexte, mais l'enseignant assumer cette tâche d'accompagnement. Aujourd'hui, elle est encore contestée dans certaines franges de la population enseignante, tout simplement parce que le modèle universitaire, le modèle de formation des enseignants est très éloigné de la réalité du quotidien de ce qu'est enseigner, transmettre, accompagner, évaluer. On a eu des formations qui sont encore, nous on dit, matériaux-centrées, c'est-à-dire des formations qui sont liées à la didactique de la discipline, mais très peu sur des savoirs transversaux et sur des accompagnements. Je vous ai bien dit, je caricature volontairement un peu les choses. Mais aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner qu'on ait ces problématiques d'élèves qui, eux, n'ont pas les moyens d'être accompagnés au niveau des familles et qui, et les parents, en premier lieu, vont chercher des accompagnements. Parce qu'il n'y a pas que les accompagnements organisés dans l'école, il y a la volonté des familles de réussir, de faire réussir leurs enfants. Et c'est bien normal. Et c'est là où on va chercher du privé et on compense quelque chose qui n'existe pas suffisamment dans le système éducatif. Quant au partenariat, c'est autre chose. Il faut que l'école s'ouvre, je terminerai là-dessus, s'ouvre sur d'abord son environnement proche. Et c'est encore dans certains endroits assez catastrophique, mais c'est très inégal. Il y a des projets magnifiques autour de ça. Il y a des communes, des municipalités qui travaillent activement sur cette dimension-là. Vous imaginez, dans une ville comme la Charité-sur-Loire, on a la chance d'avoir un EPCC et un centre culturel de rencontre. Un EPCC Établissement public de coopération culturelle. Et un centre culturel qui a eu un label de centre culturel de rencontre. Bon, derrière ces vocables, l'idée qu'il y a une structure d'art et de culture avec des artistes, des gens qui travaillent dans le domaine de la culture. Et là, les partenariats sont nombreux, variés, etc. Si on ne le faisait pas, ce serait catastrophique. Et alors, ça me permet de parler un peu de la campagne, de la ruralité. Je ne veux pas trop prolonger. Mais évidemment qu'il faut réfléchir à la manière dont on peut garder une équité, on ne peut pas parler d'égalité, mais une équité entre les élèves à l'école primaire et au collège. Et je pense que là, on a tout à inventer. On a vraiment tout à inventer. Alors, il y a plein de pistes, je n'ai pas le temps de les exposer, mais en tout état de cause, il y a deux extrêmes. Soit l'extrême, c'est on supprime, dans la Nièvre, il y a 30 collèges. 30 collèges. Il faut savoir que la moyenne du nombre d'élèves dans les collèges dans la Nièvre, c'est 170, je crois. Ça veut dire qu'il y a des collèges qui sont à 100. Et il y a très peu de collèges au-dessus de 400. Donc, évidemment, ça pose tous les problèmes que vous évoquez. Mais il y a deux extrêmes. On supprime un tiers des collèges, ou alors on garde tous les collèges dans l'état tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et donc, il faut trouver des collaborations, des partenariats, des échanges, peut-être des éléments de massification de l'enseignement pour permettre à un moment donné aux élèves d'aller sur un séjour dans un autre endroit. Il faut inventer des formes. Et effectivement, pour donner la chance à tout le monde. Je termine sur les partenariats en disant qu'évidemment, l'école doit être ouverte sur son environnement proche, mais doit être aussi ouverte sur le monde. Et là, ça permet aussi de réfléchir à un autre aspect de la citoyenneté, c'est l'acceptation et la compréhension de ce qu'est la différence quand on est un élève et quand on entend chez soi que, évidemment, la personne qui n'est pas de la même culture que nous, forcément, est mauvais. Je caricature encore une fois. Et donc, c'est le rôle de l'école aussi de permettre à nos élèves d'aller voir d'autres modèles, d'autres systèmes éducatifs, d'autres cultures et d'autres formes d'apprentissage. Voilà. Merci. Alors, il est temps maintenant de refaire circuler le micro pour la deuxième salle de questions et de remarques et d'interventions pour un quart d'heure, environ à 40. On reprend le micro. Madame, chère madame. Ah, ouais. Okay. Merci. Plusieurs choses. Donc moi, je ne suis pas du tout du monde de l'éducation. Hein. Je suis
Je me permets de vous interrompre pour une petite seconde. Juste un sondage. Qui travaille dans le milieu éducatif ou a travaillé? Voilà. Qui travaille ou a travaillé? Voilà. Ok. Question intéressante. Qui n'a pas travaillé? Juste pour on voit. Ok. Bon. Donc il y a quand même, on va dire, deux tiers de professionnels de l'éducation, mais il y a quand même un tiers de curieux. Bon, merci. Désolé pour cette interruption, je voulais la faire un moment. Je vous en prie. C'est que c'était intéressant. Moi, j'ai 48 ans. Je suis issue des quartiers pauvres, parce qu'il faut arrêter d'appeler les quartiers prioritaires de la ville, quartiers prioritaires populaires. Ce sont des quartiers pauvres. Et aujourd'hui, je ne peux que constater malheureusement que les schémas inégalitaires se reproduisent en permanence. Quand je vois mes neveux, mes nièces, voilà, c'est toujours la même chose. Que ce soit tant en termes d'orientation, de ce qui leur est proposé, et je ne suis pas tout à fait d'accord, mais ça c'est un point de vue, j'ai envie de dire profane, sur la réponse qui a été formulée autour de l'égalité de l'instruction, la qualité de l'instruction. Elle n'est pas la même partout. Ça ne me semble pas être une réalité. L'autre chose, j'avais une question plutôt qui s'adressait aussi à vous, les professionnels, pour qui j'ai beaucoup évidemment de respect. Parce que tout comme le monde de la santé, je pense qu'on a aussi des enjeux à renouveler les générations et à vous fidéliser, en tout cas pour ceux qui sont aux manettes. La question de la gouvernance au sein de ce ministère. Voilà, donc comment, c'est une vraie question que je pose parce que je n'ai pas encore trouvé les bonnes réponses et pourtant j'essaye de m'instruire un petit peu, de lire. Comment aujourd'hui le ministère titulaire implique les différentes parties prenantes qui sont au plus près des problématiques et puis qui peuvent contribuer à réfléchir à des dispositifs, parce que de l'argent public, il y en a. Hein. Je suis persuadée de ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table. Après, il y a une question, comme vous le disiez, peut-être de répartition de ces richesses-là. Et enfin, comment aujourd'hui, quelle est la conséquence? J'ai le souvenir qu'il y a quelques années, il y a eu des coups de canif qui ont été donnés dans le cadre du recrutement des professeurs. À un moment donné, il y a eu des réductions d'effectifs, des procédures, des process de recrutement qui avaient soulevé aussi le monde de l'éducation, à juste raison. Et tout comme les services publics aujourd'hui, on pourrait aussi parler du service public, parce que c'est un vrai service public, l'éducation. On ne l'a pas encore entendu dans nos différentes interventions, ce n'est pas un jugement. Donc on a appauvri, en réduisant des moyens, ces services publics-là pour demain privatiser. Et pour raccrocher avec la crise sanitaire, moi je suis très inquiète en fait de la privatisation en effet de certaines formes de cours aujourd'hui qui pourraient être développées et inciter ce ministère ou d'autres demain à faire l'économie d'enseignants engagés tels que vous pouvez l'être les uns et les autres. Voilà. Merci. Merci. Je crois qu'il y avait... Non. Ah, madame, oui. Et puis madame. Oui, moi je suis élue à la Charité sur la culture et donc j'ai toujours travaillé dans la culture et je pense que cette ouverture sur le citoyen, c'est un biais que l'on fait avec l'éducation nationale, en étant dans les musées ou dans toute structure parallèle à l'éducation nationale. Mais parfois, on a eu quelques difficultés à mettre en place des projets, parce que le projet, il était ficelé par la structure culturelle et l'éducation nationale ne pouvait pas l'adapter, ou à son timing, ou à des contraintes qui étaient extérieures. Donc je pose cette question-là de l'adaptation en fait des partenaires institutionnels, culturels ou autres, qui trouvent avec l'éducation nationale certaines difficultés. Mais malgré tout,
je trouve que la culture, c'est encore le meilleur biais qui fasse rêver les élèves et qui leur ouvre un monde nouveau. Oui, bonjour. Quelqu'un mettait en cause la gouvernance interne au ministère de l'Éducation nationale. Moi, je m'interroge surtout sur la gouvernance externe au ministère de l'Éducation nationale, le rôle des mairies par rapport aux écoles, le rôle des collèges par rapport des départements par rapport aux collèges et des régions pour les lycées. Je trouve qu'il y a dispersion de l'argent public. Je ne suis pas si certaine que la décentralisation ait été vraiment vertueuse en matière d'efficacité pour la réussite éducative et scolaire des élèves. Et je trouve qu'à gauche, on doit se poser la question de temps en temps du rôle des associations, de leur capacité à renforcer les enseignants, le travail éducatif et scolaire. Et je me demandais dans quelle mesure on ne pourrait pas avoir un peu de courage pour poser des conditions, des critères, un vrai pilotage au niveau territorial qui viennent soutenir l'éducation nationale et publique, vraiment, et y compris en mettant un peu la pression sur des objectifs de qualité éducative et scolaire du côté du monde associatif. Ça rejoint peut-être un peu ce que vous venez de dire sur le monde culturel, de la culture. Je suis assez effarée de voir comment les enfants sont complètement dispersés avec des sources éducatives qui les perturbent. Et il y a un vrai problème, pour moi, il y a un vrai problème de pilotage, en tout cas sur les moins de 12 ans. Bonjour, je m'appelle Hélène, donc je vais essayer d'être brève. En fait, moi, j'ai travaillé dans un autre domaine d'abord plusieurs années et je suis professeure depuis 12-15 ans en élémentaire. Et au niveau des partenariats, j'aimerais juste souligner que je suis bien d'accord qu'il faut ouvrir avec des personnes extérieures, qu'il faut travailler proche de la mairie. Attention, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, madame, sur l'animation, c'est super important. Mais faut que les choses soient très paritaires, en fait, parce qu'à l'élémentaire, on demande énormément de choses. Je vais vous citer un peu tous les partenariats auxquels on a affaire dès la maternelle et en élémentaire. Et alors pour l'animation, pour venir là-dessus, toutes les écoles que j'ai faites en remplaçante et en non remplaçant, il n'y a jamais eu de réunion équipe éducative, équipe périscolaire en fait, jamais. Et ça, je trouve que c'est important. Non mais attendez, par contre moi je me défends tout de suite en tant que... les parents, la mairie, l'animation, oui, il faut faire des liens, mais il faut faire des liens de bienveillance, mais pas que dans les mots, dans les faits. Et là, je m'adresse aussi aux inspections. Et du coup, mais pas à vous particulièrement, parce que pareil, la bienveillance dans les mots, c'est bien, mais dans les faits, c'est important, en fait. Et comment dire, faut pas, le but, on revient aussi sur le pouvoir, c'est quelque chose qu'il faut aider les écoles élémentaires à organiser, des réunions collectives où les animateurs aussi sont là, l'éducation à la citoyenneté. Il y a des sujets importants de racisme, de choses qui se passent en périscolaire, qui sont des fois traitées, des fois pas traitées, et pareil dans les écoles. Enfin, pour moi, l'inspection a un gros travail sur, pas le contrôle, mais sur insister sur les valeurs citoyennes dans... Comment, pas comment on le sait déjà, comment amener, mais bref, c'est compliqué. Mais en tout cas, pour les partenaires de l'élémentaire, on a affaire quand même à des enfants en difficulté partout, mais en fait, petits, on gère aussi les enfants en situation de handicap, les enfants avec des situations psychologiques des fois pas faciles, etc. Donc on essaye d'accompagner et on accompagne. Il y a eu le mot accompagnement là, on accompagne. Par contre, on accompagne souvent seul. C'est-à-dire que même aux équipes éducatives, les personnes de la MDPH ne sont pas là. Il n'y a jamais de médecin scolaire. Il n'y a pas d'inspection, sauf quand c'est très grave. Et encore, je veux dire, on est entre soi. Et là, ça ne va pas. Alors, parfois, on a le psychologue ou la psychologue scolaire qui, je le dis, il faut des psychologues scolaires à l'intérieur de l'enseignement, je pense, mais il en faut aussi à l'extérieur, ça commence à venir. En fait, on est en entre-soi, en fait. Les maîtres E, les maîtres G, les maîtres spécialisés, les RAZ, on n'en parle plus, on les voit pratiquement plus, mais parce qu'ils sont trop bookés, etc. Enfin, franchement, pour moi, l'élémentaire, il faut absolument mettre des moyens humains et d'organisation, d'apprentissage, des réunions et de s'écouter parler dans l'élémentaire, en fait. Même entre profs, en fait. Il y a vraiment des gens... voilà. Donc, sinon, il y a l'animation, la mairie, il y a aussi les assistants sociaux. Quand on fait des informations préoccupantes, on a affaire quand même au département et on peut avoir affaire aux personnes qui sont
des enfants maltraités. Tout ça, ça existe aussi au collège, au lycée, bien évidemment. Mais comme il y a des infirmières, des assistantes sociales, c'est pas les profs qui sont directement. Nous, on y est direct, en fait, sans le vouloir, en fait. Et on est aussi des fois démunis. Bref, ok. Et puis, les enfants du voyage, les primo-arrivants, tout ça. Et en tout cas, pour la bienveillance, c'est aussi dans les faits. Parce qu'on en entend parler depuis 3-4 ans. Moi, on le disait déjà avant, mais les inspections, les chefs, les gens formateurs qui forment... Ils sont bienveillants dans les paroles, pas toujours déjà, en plus encore, et pas dans les actes en fait. Et ça, Bonjour. Je voulais revenir sur les propos qu'a tenus Madame tout à l'heure par rapport aux quartiers pauvres, aux quartiers populaires, quartiers REP, REP+, etc. J'ai travaillé comme assistant d'éducation, assistant pédagogique, prof d'histoire géo et prof de FLE dans un établissement à Drancy en Seine-Saint-Denis. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part un accroissement des inégalités, on ne peut rien constater de positif. Mardi, c'était les résultats du bac pour les élèves que j'ai suivis. Ils étaient ravis, ils l'ont tous eu. Il y a eu pas mal de mentions, mais la vérité, c'est que je pense que pour la moitié, en septembre, ils sont sur le carreau. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de travail en prévision, et la plupart se dirigent vers de l'intérim. J'ai démissionné début mai en fait, de mon poste de professeur de FLE, parce que j'en avais marre du système. Ah pardon, français langue étrangère, c'est pour les élèves de nationalité étrangère qui sont primo-arrivants dans un établissement. Donc ils suivent les cours normalement avec les élèves dans leur classe, et ils ont des cours de français de soutien aménagés en parallèle. Et à commencer par exemple pour ces élèves qui sont de nationalité étrangère, ce sont des élèves qui sont très bosseurs, très motivés, qui sont parfois arrivés seuls en France, qui sont en famille d'accueil ou chez des tuteurs légaux, des oncles, des tantes, etc. Ces élèves-là, rien n'est prévu pour eux dans le système. C'est la grande précarité. Et ces élèves-là, plus que tous les autres, ils ont besoin de citoyenneté. Parce qu'ils sont paumés, ils ont du mal à faire leur place dans la société française. Et je me suis beaucoup lamenté sur leur situation par rapport à ça. Un autre point qui m'a effaré, dans mon établissement, on a eu des questions liées à la radicalisation. Drancy a malheureusement hébergé plusieurs jeunes qui sont partis faire le djihad en Syrie. Et un jeune qui était en classe de seconde, sa sœur qui était en terminale est partie en Syrie. On m'a demandé de le prendre en charge et d'en faire un tutorat. Il était considéré comme un pestiféré dans le lycée. Certains professeurs avaient peur de lui. Et la direction était dépassée, en fait, ne savait pas quoi faire. Il n'y a pas eu de soutien de l'État, il n'y a pas eu de message de délégation interministérielle ou qui que ce soit qui est venu pour faire un accompagnement psychologique ou donner des conseils en salle des profs. On a été complètement démunis. Alors cet élève a eu son bac aujourd'hui, il va très bien, il est en école d'informatique, mais une fois de plus, on a été lâché. Et ça continue, c'est comme ça sur quasiment tous les sujets, et moi personnellement j'en ai eu marre de ce système, donc j'ai débranché. Je souhaite bon courage à tous les collègues enseignants qui sont ici autour de ce débat. Mais moi j'ai donné, et donc je ne vois pas aujourd'hui comment on peut faire des citoyens de nos jeunes. Je trouve que le système est tout bonnement en panne. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, je suis professeur de sciences économiques et sociales en région parisienne. En fait j'ai deux questions, enfin une question et une remarque. Ma question, je vais être rapide, ce serait de demander aux intervenants si ils ont des idées en fait pour revaloriser la filière professionnelle. Parce que bien souvent, on le sait, c'est une filière qui est un peu une filière poubelle, où on met les élèves qui sont perturbateurs dans une classe et on ne sait pas trop où les mettre, donc ils vont en filière professionnelle, et pas tellement parce qu'ils ont les compétences ou une appétence pour ce qu'ils vont faire. Et la deuxième, la remarque, ce serait totalement différente. Ce serait de dire que l'école ne prépare absolument pas, dans l'état actuel des choses, à la vie publique. Si vous prenez la trajectoire d'un élève de la primaire à la terminale, à la veille de la majorité, il n'a aucune idée de comment fonctionnent les institutions de la République, comment fonctionne l'Union européenne, s'il ne prend pas certaines disciplines. On a des heures de MC, mais les heures de MC sont souvent comblées par nous, en fait, pour attraper le programme qu'on doit effectivement boucler.
Donc on n'a qu'une idée très vague de comment fonctionnent les institutions. Et après, on ne peut pas vraiment s'étonner qu'on ait des abstentions, des taux d'abstention monstres. Si à 18 ans, on ne sait pas ce qu'est la région, quelles sont ses compétences, pareil pour les départementales. Pas étonnant que les jeunes ne votent pas, ils ne savent pas exactement quelles sont ces institutions et quelles sont leurs compétences. Voilà. Merci Pierre pour ces remarques qui nous permettent de revenir au cœur du sujet aussi, de la place de la citoyenneté. Je pense même que je ne suis pas sûr que tous les enseignants en fait sachent précisément quelles étaient les compétences des départements et des régions. Et je dis ça de manière à la fois navrée, mais c'est simplement c'est un constat que j'ai pu faire moi ces dernières semaines en discutant avec des enseignants. Donc voilà, parce qu'il y a eu des réformes récentes aussi, mais voilà, on a aussi, ça pose la question de la formation des enseignants, parce qu'aujourd'hui, et notamment voilà, les jeunes enseignants, et j'en connais, ne votent pas forcément plus, enfin un peu plus, mais parce que c'est aussi pas le même milieu social que tout, enfin je veux dire, voilà, ils ont des propriétés sociales spécifiques, mais ils votent pas beaucoup plus que la population normale d'une même catégorie d'âge. Donc voilà, il y a aussi cette question de la citoyenneté même des enseignants, et je pense qu'il faut quand même qu'on pose le sujet. Parce que certes il y a un engagement et des efforts etc. Mais voilà, je pense que les conférences, je sais pas, en salle des profs, est-ce que tout le monde parlait des élections régionales et départementales la semaine d'avant le scrutin? Est-ce que tout le monde est allé voter? Voilà, je ne suis pas sûr. Et donc du coup ça a évidemment des conséquences du point de vue. Alors là je suis en train d'intervenir, c'est très mal ce que je suis en train de faire. Je suis désolé. Pardon, je voulais juste rebondir et passer la main. Il y a donc 3 grandes questions qui ont été soulevées par les intervenants. Une question qui était celle des inégalités et de la gestion des inégalités et du maintien des inégalités. On en avait quand même un peu parlé, mais je pense qu'il faut qu'on revienne dessus. La question du service public aussi, dont on avait déjà un peu parlé, mais il faut qu'on revienne dessus. Et la question de la gouvernance, qui a été posée à plusieurs reprises. Et puis enfin, les 2 dernières questions, c'était la question de la radicalisation, qui est comment on traite, comment on gère le problème de la radicalisation de manière générale, comment on accompagne les enseignants dans des problématiques spécifiques qui peuvent se poser. Et moi j'ai bien aimé quand vous avez évoqué le besoin de citoyenneté des étudiants étrangers, parce que tout à l'heure il y avait une question qui disait est-ce que les enfants sont des citoyens ? Donc du coup, est-ce que les étrangers qui ne votent pas sont des citoyens? Voilà, mais ça, c'est peut-être une question à laquelle vous pourrez répondre. Alors, on va commencer dans le sens inverse de tout à l'heure. Henri? Moi, je vais être très court sur la partie liée aux jeunes qui nous arrivent sur le territoire. Nous, on est dans un territoire rural. On n'a pas du tout les mêmes problématiques que dans certaines banlieues des grandes villes. Néanmoins, c'est évidemment une volonté politique générale qui fait qu'à un moment donné, on accueille ces gens-là, ces jeunes-là, et on fait le travail et on met les moyens. Alors, les collectivités, en général, jouent le jeu. Peut-être pas partout. Ici, nous, on a accueilli un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il y a maintenant 6 ans. On a travaillé avec l'inspection académique, on a mis en place un poste dédié pour environ 25 à 30 jeunes qui sont scolarisés dans différents niveaux. Bon, mais on n'est pas dans les mêmes problématiques que vous, donc moi je passerai la parole à mes collègues là-dessus sur le problème de la radicalisation. On n'a pas ces phénomènes-là chez nous. Le problème de la citoyenneté, moi je pense qu'on a parlé de socle de connaissances, de compétences et de culture pour les élèves. On devrait se poser la même question pour les enseignants et s'interroger sur le parcours de formation des enseignants. Je pense qu'aujourd'hui, pour reprendre ce que tu disais, on a un problème majeur, de mon point de vue, dans les filières du second degré. C'est différent dans le premier degré, mais je vais parler plutôt du second degré. On voit des formations à l'université qui sont quand même, je l'ai dit tout à l'heure, très centrées sur la didactique disciplinaire, avec des qualités très différentes selon les champs disciplinaires, avec des formateurs à l'université qui sont très différents dans leur parcours, qui ont une connaissance plus ou moins grande de la réalité du terrain et des collèges et des lycées. Mais on a rarement des formations très générales en sciences humaines et sociales, philo de l'éducation, sociologie, tous les champs des sciences humaines et sociales, il y en a très peu, voire pas du tout.
Ce qui fait qu'on a des enseignants qui nous arrivent sans avoir réfléchi sur les enjeux très généraux du métier et de ce qu'on veut faire des élèves. Deuxième élément, on a très peu de formation sur ce que moi j'appelle les savoirs de l'action, c'est-à-dire en général la didactique et la pédagogie. On a évoqué la problématique de l'évaluation, on a évoqué la problématique de l'accompagnement scolaire, on a évoqué la question de la relation aux parents, etc. Tout ça, c'est des questions qu'il faut qu'on pose dans un parcours de formation initiale et qui doit être retravaillé dans des approches collectives, en coopération et en confrontation de la pratique avec d'autres enseignants également dans la formation continuée. Il n'y a plus de formation continuée pratiquement aujourd'hui. Et puis le troisième type de savoir, c'est les savoirs de l'action, c'est les savoirs du quotidien. On n'a plus de modèle d'apprentissage. Le métier d'enseignant, s'il y en a un qui est bien compliqué, c'est pas le seul, hein. C'est bien le métier d'enseignant. Il y a bien plus de formation professionnelle sur des métiers de l'artisanat, des métiers des services, etc. L'apprentissage, l'alternance, un vrai travail avec des maîtres de stage, un vrai travail d'analyse de la pratique professionnelle. Il y a eu des tentatives, à certains moments, on est revenu en arrière avec le dernier ministre. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner qu'on a des enseignants qui sont en grande difficulté, des très jeunes enseignants, débutants, qui sont en souffrance, qui n'avaient aucune idée de ce que pouvait être le public qu'ils allaient rencontrer. Et plus finalement ils ont des compétences théoriques, conceptuelles, plus ils sont brillants, ces étudiants, et j'ai envie de dire plus ils sont en difficulté. Et je peux vous dire, j'ai une expérience de terrain par rapport à ça, des jeunes qui avaient réussi le concours de l'ENS, des choses comme ça, qui étaient enseignants en lettres classiques ou en lettres modernes, qui étaient mais complètement à 200 000 lieues de ce qu'était la réalité d'un lycée ou d'un collège, quel que soit l'endroit. Moi, j'étais sur Dijon, mais Dijon, donc, et l'académie de Dijon, donc c'est pas la région parisienne. Mais c'est ces questions-là qu'il faut qu'on se pose. Sinon, on ne pourra pas travailler avec les élèves sur tout ce qu'on a dit. Donc moi, voilà, c'est mon domaine, la formation des enseignants. Donc je vais passer la parole aux autres sur les autres aspects. Alors moi, je veux bien réagir sur la valorisation de la voie professionnelle. Merci de cette question. Je crois qu'il faut qu'on se pose collectivement la question de l'image que nous avons collectivement de la voie professionnelle. C'est une voie qui est souvent dénigrée. On considère que c'est une voie par défaut. Je vais vous donner des chiffres très clairs. Moi, je travaille dans l'Académie de Lyon. Lorsque les élèves intègrent le LGT, la seconde du lycée général et technologique, ils obtiennent à peu près à 97% leur premier vœu. Dans la voie professionnelle, dans l'Académie de Lyon, 48% des élèves de lycée professionnel obtiennent leur premier vœu. Donc voilà, ces chiffres sont absolument terribles. Ça veut dire que les élèves vont dans la voie professionnelle souvent par défaut, et en tout cas ils sont très mal accompagnés. Alors je ne jette pas la pierre, mais en revanche, il s'agit de trouver des solutions. Des solutions, on peut en penser quelques-unes. L'orientation se fait au collège et on demande beaucoup aux professeurs principaux, et aux principales de collège. On leur demande d'avoir une connaissance absolument exhaustive du système éducatif, alors qu'ils n'ont pas eu de formation spécifique. Absolument, et de toutes les voies professionnelles. Il s'agirait de les outiller. Alors je dis ça, il se trouve que mon actualité est très récente. Je suis inspectrice de lettres anglaises, ça veut dire que la plupart de mon champ d'action concerne la voie professionnelle. Et par exemple, ce matin, nous avons proposé la création de sites interactifs dans lesquels tous les acteurs de l'éducation nationale qui auraient envie de mieux connaître la voie professionnelle puissent y trouver un maximum d'informations sur les filières, avec des capsules réalisées par des élèves, des mises en avant de formation, des choses comme ça. On a décidé, par exemple, d'outiller l'ensemble des professeurs principaux de collège, en leur proposant des outils quasiment clés en main pour qu'eux puissent ensuite rendre compte de ces formations auprès des parents, des élèves, etc. Donc oui, il y a un déficit d'outils, d'accompagnement et de formation des professeurs de collège en particulier. Et puis, un autre problème aussi, on a un problème avec les passerelles. Parfois, certains élèves vont en seconde générale ou technologique et
il ne s'y trouve pas très bien. Eh bien, notre institution ne sait pas faciliter les passerelles entre le lycée général et technologique et la voie professionnelle, parce que des quotas, etc. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un énorme chantier, et j'espère, en tout cas, personnellement et professionnellement, m'y investir avec force. Et puis, on doit changer de regard collectivement sur les métiers qui sont manuels, etc., et qui sont absolument essentiels. La pandémie nous l'a rappelé. Donc merci de cette question-là. Je vais juste rebondir sur la formation et après je passe la main. Tout à l'heure, Oui, parce qu'il ne nous reste plus que 8 minutes et 2 interventions. Ouais. Oh, pardon, je suis bavarde, donc je me tais, je passe. Mais pour dire... Voilà, peut-être juste une toute petite... Ouais. Vous demandiez s'il y avait un problème de recrutement. Bah, il se trouve que dans ma mission, je contribue au recrutement des enseignants et je peux vous dire que oui, on en recrute de moins en moins. C'est une réalité et les chiffres sont absolument terribles. Et une collègue tout à l'heure a parlé des HSA, donc des heures supplémentaires. Eh bien, c'est la modalité qu'a trouvée notre ministère pour combler. Donc, on a moins d'enseignants. Du coup, on propose des heures supplémentaires aux enseignants. Alors, est-ce que, c'est une question que je me pose, est-ce que l'idée, c'est de faire évoluer le statut des enseignants? Je laisse la question ouverte et je passe mon micro. Allez, ok. Là ? C'est à moi. Alors, sur la valorisation de la filière professionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est que le système éducatif du secondaire est déterminé par l'aval. C'est-à-dire qu'il est déterminé par le baccalauréat, qui est le Graal final. Et au collège, les enseignements, en fait, sont des enseignements qui sont plutôt des enseignements de lycée. Et en fait, il n'y a pas d'enseignement de savoir pratique qui permettrait de connaître vraiment les voies professionnelles. Et pourtant, à chaque fois qu'on en fait, moi, pour l'avoir fait avec des élèves, quand on fait du pain avec des élèves, quand on emmène des élèves à l'extérieur voir des gens qui fabriquent des choses, ça les intéresse tous, les élèves, quel que soit leur projet derrière. Et donc, il y a vraiment cette valorisation-là, en fait. Les élèves qui ont du mal à écrire, parce que écrire, c'est difficile, c'est un de rédiger des choses, ceux-là n'ont plus la valorisation qu'ils pouvaient avoir avant. Il y a eu encore un petit peu la technologie, mais très vite, c'est devenu de l'informatique, et puis maintenant c'est du codage. C'est aussi un exercice qui s'est aussi intellectualisé, et la valorisation du savoir manuel, des trucs très pratiques, n'existe pas. Le truc qui m'a marqué, c'est, vous avez dit seul. La difficulté de ce métier, et en fait quand on compare avec les autres systèmes européens, c'est très marqué en France, c'est que le système fait que l'enseignant est seul. Il est seul avec sa classe et que le système est pensé comme ça. On a plein de discours sur travailler en équipe, coopérer, etc. De fait, dès que vous faites du projet, vous le faites pas vos heures de cours, vous faites sur votre temps libre. Et encore plus particulièrement en école primaire où il n'y a pas de temps de conseil qui est dédié pour ça, donc il faut les trouver dans les trous qu'on a. Il y a un vrai truc à changer, et c'est aussi pour motiver les professeurs, c'est le fait de travailler en équipe. Je viendrai sur la gouvernance. La gouvernance de l'éducation nationale. Bon, moi, la décentralisation, je trouvais ça plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'au niveau cantine, bâtiment, tout ça, les départements, les lycées ont fait des efforts terribles depuis la décentralisation, parce que c'est aussi une politique d'affichage. Faut pas se le cacher. Moi, je l'ai vu dans des collèges. En fait, tous les 5 ans, on nous change le système informatique parce qu'on a trouvé le nouveau truc génial. C'est alors la tablette. Alors avant, il y avait l'écran, etc. Et donc, tous les 5 ans, on change. Et puis là, pour le coup, il y a des inspecteurs qui viennent nous expliquer comment c'est super bien la nouvelle réforme et le nouvel équipement informatique. J'ai assisté une fois aux formations, on m'a expliqué avec un logiciel comment... C'est un logiciel, en fait, le truc, c'était de mettre des post-it avec un logiciel. Mais en fait, je peux faire pareil avec un tableau et des post-it, en fait. Mais j'avais une formation pour ça, parce que vraiment, il fallait tous nous former à l'informatique. Parce que aussi, le préjugé, c'est qu'évidemment, on est nul en tout, en fait. C'est-à-dire qu'il faut tout nous apprendre, voilà. Et donc, il y a une vision... Alors, les collectivités qui sont ils ont leur prochain mandat, donc il faut montrer qu'ils ont équipé en tablette, en machin, etc. Et puis, au niveau du ministère, en effet, celui qui devient ministre de l'Éducation ou président, il faut qu'il fasse sa réforme et il faut qu'il change c'est pas du sol au plafond, en fait, parce qu'en fait, c'est extrêmement descendant. C'est-à-dire qu'il y a un pilotage très centralisé de l'éducation nationale, avec, en dessous, des gens qui appliquent les directives, des principaux, des proviseurs qui sont un peu entre le marteau et l'enclume, et une vision qui reste extrêmement centralisée. C'est-à-dire que
il n'y a pas de confiance en fait dans les équipes. Le travail de principal ou de proviseur est devenu de plus en plus un travail administratif, un travail en fait d'évaluation. Enfin, ça c'est l'obsession de bancaire, l'évaluation systématique qui retombe sur tout le monde. Là où en fait il y a juste besoin de donner un peu de liberté, de permettre aux équipes pédagogiques de travailler ensemble. C'est plutôt pour vous donner des espoirs, c'est aller chercher, aller regarder des exemples qui existent en collège, en lycée, de coopération, de systèmes d'écoles. Il y a Clistène à Bordeaux, il y en a plein d'autres. Je m'arrête. Si on veut finir à 19h, il faut 3 minutes 30. Bon, donc il me revient la lourde tâche de conclure. Et de répondre aux 50 questions. Ouais. Mais je vous propose donc du coup de ne pas répondre aux questions, mais en revanche de mettre les pieds dans le plat, puisqu'on est quand même là pour refonder la gauche. Donc politisons un petit peu les enjeux. Penser une école n'est pas possible si on ne pense pas la société dans laquelle l'école se déploie. Et si on ne pense pas en particulier le sort qui est fait en règle générale aujourd'hui en France au service public, puisqu'on parle d'école publique. Donc, de la même manière que la santé, le service public de la santé est aujourd'hui complètement soumis à des desiderata de rentabilité, d'économie austéritaire, etc., eh bien l'école publique subit exactement la même chose. Donc, tout ce que nous avons décrit ici de professeurs en souffrance, d'inégalités territoriales, de reproduction des inégalités scolaires, d'empêchement de certains enseignants de passer plus de temps dans des établissements, de précarisation et de rotation permanente, vous l'avez dit, d'enseignants qui passent d'un établissement à l'autre et qui ne sont pas fixés, de non-accompagnement d'enseignants qui sont dans des situations particulièrement aiguës. Tout cela s'explique aussi par le fait que nous vivons un moment particulièrement charnière et dangereux dans le démantèlement de l'école publique. Et que l'une des priorités, à mon avis, qui devrait animer l'ensemble de la gauche, c'est de penser une école qui réassume sa fonction de service public d'éducation de la maternelle à l'université. C'est absolument la seule condition pour que l'ensemble des enfants de ce pays, et je parle en particulier de ceux qui ont le plus de difficultés, pour que l'ensemble des enfants de ce pays aient une petite chance d'avoir, on va dire, une trajectoire scolaire égale à celle des autres. Et je vais terminer là-dessus. C'est des choses qui nous semblent plus évidentes pour nous, gens de gauche. Normalement, on est tous à gauche, hein, je ne vais pas vous faire lever le doigt, mais c'est quelque chose qui nous semble évident de nous dire que, par exemple, notre santé et la prise en charge de notre santé dépend de ceux qui ne sont pas malades. Hein, et c'est ça qui fera qu'un jour, lorsque nous serons malades, eh bien, nous pourrons être soignés gratuitement. Eh bien, j'aimerais que ce soit la même chose pour l'école, c'est-à-dire que j'aimerais que les gens les plus favorisés, ceux dont les enfants n'auront strictement aucun problème, même s'ils ont quelques petits soucis parfois, quelques petites erreurs d'aiguillage, mais à l'arrivée, ils s'en sortiront très, très, très bien, on le sait depuis les années 60, hein, depuis les études de Bourdieu. J'aimerais donc que ces enfants, que ces familles qui, elles, n'ont pas véritablement de soucis avec leurs enfants, se soucient des enfants qui, eux, ont des soucis. Voilà. Et j'aimerais que ce sens de l'intérêt général opère pour l'école exactement comme il opère dans le monde de la santé, à savoir que ce qui nous anime, nous, tous et toutes ici, c'est précisément que l'argent et que les richesses aillent en priorité à celles et ceux qui en ont besoin. Voilà. Et c'est la seule condition de refondation d'un service public d'éducation digne de ce nom. Et c'est sur ces mots que nous conclurons. Merci à toutes et tous. Merci à nos invités pour leur participation et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Très bien.